Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler des théories de vitesse de réaction. Mais avant de parler de la théorie des vitesses de réaction, on va parler des facteurs qui affectent la vitesse de réaction. Alors, généralement, on a quelques facteurs qui affectent la vitesse de réaction. On a la présence de catalyseurs. Un catalyseur, c'est une substance chimique qui peut être naturel ou biologique, ou bien chimique, ça veut dire synthétisé au laboratoire, qui peut tout simplement augmenter la vitesse de la réaction sans participer au mécanisme de réaction. On a l'orientation des molécules. Si les molécules s'orientent d'une manière correcte et efficace, ça donnera de nouvelles molécules, donc une réaction chimique. Vous avez aussi l'aire de surface des substances. Ça veut dire que si la surface augmente, vous avez plus de réaction, la vitesse augmente. La concentration, généralement si la concentration augmente, des réactifs bien sûr, la réaction va plus vite. Et enfin la température, et généralement la température quand elle augmente, la vitesse va plus vite. Alors si vous voulez des détails, je vous joins un fichier attaché d'un PowerPoint qui parle d'une manière détaillée des facteurs cinétiques. Maintenant on va passer à la théorie des collisions. Alors pour qu'une réaction ait lieu ou se produit, les particules de réactifs doivent entrer en collision les unes avec les autres. Donc il faut qu'il y ait bien sûr une collision entre les différentes particules, que ce soit des atomes, des molécules ou des ions, pour que la réaction ait lieu. Mais pour cela, vous avez besoin de deux conditions fondamentales. Il faut qu'il y ait une orientation correcte des réactifs, et aussi il faut un minimum d'énergie de collision. Donc une énergie qui est suffisante pour que la réaction ait lieu et une bonne orientation des réactifs. On voit ici l'orientation correcte des réactifs pour que la réaction ait lieu. Donc s'il y a une mauvaise orientation, c'est toujours inefficace, alors qu'ici elle est bonne. Et vous avez minimum d'énergie qu'on appelle l'énergie d'activation. Mais c'est quoi l'énergie d'activation? Donc l'énergie d'activation est d'une réaction chimique et l'énergie de collision minimale requise pour obtenir une réaction réussie. On voit ici on voit bien l'énergie d'activation, excusez-moi. Donc ici on voit l'énergie d'activation, ça c'est les particules qui ont réagi en utilisant un minimum d'énergie. Donc c'est l'énergie minimale nécessaire pour que la réaction ait lieu. La figure suivante montre l'effet de la température sur la vitesse de réaction. Alors ici on a deux températures. Température plus basse, T1, dans la courbe bleue, et la température plus haute, la courbe rouge. Donc T2 est supérieur à T1. Et on voit bien qu'à T2, donc ici, on a beaucoup plus de particules qui réagissent. Tout simplement parce que le nombre de collisions va être plus important quand la température est plus grande. Par contre, à la courbe bleue, on voit ici la surface jaune, peu de particules qui réagissent. Donc ici, on a plus grande fraction de AT2 ayant assez d'énergie pour réagir. On va voir maintenant la théorie de l'état de transition. On utilise cette théorie pour expliquer ce qui se produit quand les molécules entrent en collision lors d'une réaction. Alors, comme on l'a vu en physique, l'énergie cinétique des réactifs se transforme en énergie potentielle selon la loi de la conservation d'énergie. Donc, on peut utiliser des diagrammes énergétiques ou d'énergie potentielle pour montrer comment l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle. Alors, dans ce cas, il y a deux cas. Vous avez l'énergie exothermique et l'énergie endothermique. Si on a l'énergie réaction exothermique, on peut utiliser le diagramme suivant. On a déjà dit que les réactifs dans une réaction exothermique ont plus d'énergie que les produits. Donc les réactifs vont vers le haut, les produits vers le bas. Donc on fait un diagramme comme une cloche. Et ensuite on va montrer delta H. Alors delta H de la réaction, c'est toujours la variation de l'énergie entre les réactifs et les produits. Ce qui fait que vous avez un delta H entre les réactifs et les produits. L'énergie d'activation, on a déjà dit que l'énergie d'activation est essentielle pour que la réaction ait lieu, donc il faut un minimum d'énergie qui est l'énergie d'activation. Donc ici, l'énergie d'activation, c'est entre les réactifs et l'état de transition. C'est quoi l'état de transition? C'est l'état dans lequel les réactifs vont se transformer en produits si les deux conditions sont remplies, c'est-à-dire assez d'énergie d'activation et une bonne orientation des molécules. Donc il y aura transformation des réactifs en produits, sinon il n'y aura rien. Alors ça c'est l'énergie d'activation directe, ça veut dire des réactifs vers les produits.
Et enfin, on a un autre facteur, c'est l'énergie d'activation inverse. Parce que l'inverse de la réaction exothermique, c'est une réaction endothermique. Donc si c'est une réaction endothermique selon l'inverse, ça veut dire que vous avez une énergie d'activation beaucoup plus grande. Donc si par exemple si par exemple une réaction A plus B, ça donne C, c'est l'énergie exothermique, réaction exothermique. Donc c'est C vers A plus B, ça donne une réaction endothermique. C'est pour ça ici vous avez une énergie d'activation inverse. Si maintenant on regarde un diagramme d'énergie potentielle pour une réaction endothermique, c'est le contraire. Les réactifs ont moins d'énergie que les produits, c'est pour ça qu'il faut un apport d'énergie, et l'énergie d'activation est énorme et beaucoup plus grande, vous comparez ici, bien sûr on parle d'énergie d'activation directe, beaucoup plus grande que celle de la réaction exothermique. On voit ici, entre les réactifs et l'état de transition toujours, l'énergie d'activation est beaucoup plus grande. L'énergie d'activation, le delta H, il n'y a pas de problème, c'est toujours entre les réactifs et les produits, comme ici. Et bien sûr, l'énergie d'activation inverse d'une réaction endothermique est petite. Parce que la réaction inverse d'une réaction endothermique, c'est une réaction exothermique qui a besoin peu d'énergie d'activation pour démarrer. Prenons un exemple de réaction. Alors, on a ici de l'hydrogène qui est brûlé en présence d'oxygène en H2O liquide et H2O liquide qui est transformé grâce à l'électrolyse en hydrogène et N2O2. Alors, dans les deux cas ici, la première c'est exothermique, ça libère une grande quantité d'énergie, alors que l'endothermique, ça prend de l'énergie, qu'on a l'énergie électrique pour convertir le H2O en hydrogène ou bien décomposer H2O en hydrogène et en oxygène. Donc, les deux réactions sont identiques, là seulement sauf que là elles sont inversées. Alors ici vous avez delta c'est moins 285 et l'autre c'est plus 285,8 kJ. Alors pour une réaction exothermique, l'énergie d'activation d'une réaction inverse, EA inverse, va être égale EA direct plus delta H. Alors pour une réaction endothermique, c'est EA inverse égale à EA direct moins delta H. Vous allez voir avec l'exemple qu'on va voir à plus loin comment ça fonctionne. Alors, le maximum de barrière d'énergie d'activation dans un diagramme d'énergie potentielle représente l'état de transition. Alors, l'état de transition, c'est le maximum d'énergie d'activation dans un diagramme d'énergie. Si cette énergie d'activation n'est pas suffisante, il n'y aura pas de transformation du réactif en produit. Et au moment de transformation, on appelle ça l'état de transition ou le point de transition d'une réaction. Prenons cet exemple. Alors, à ce niveau-là, vous voyez ici un diagramme d'énergie. Ici, c'est le réactif. Ici, avant l'état de transition, ça, le complexe activé, on peut le voir avec les flèches ici. Donc ici, c'est les réactifs qui vont réagir. Ensuite, il y a l'énergie d'activation directe qui permet de la formation du complexe activé. Si l'énergie d'activation est suffisante et l'orientation des molécules est bonne, vous avez, après l'état de transition, tout simplement une formation de nouveaux produits. Donc, vous avez du Br- plus CH3OH. On le voit globalement, on a l'énergie, c'est une réaction exothermique parce que les réactifs ont plus d'énergie que les produits. On voit le delta c'est entre les réactifs et les produits. EA direct entre les réactifs et l'état de transition. EA inverse, c'est entre les produits, l'état de transition et les produits. Donc, on a exactement ce qu'on a vu précédemment avec les diagrammes d'énergie potentielle. Voyons maintenant un exemple d'exercice qui va vous demander de représenter un diagramme d'énergie potentielle. Le monoxyde de carbone, CO, réagit avec le dioxyde d'azote, NO2. Le dioxyde de carbone, CO2, et l'oxyde nitrique, NO, se forment. Représente par un diagramme d'énergie potentielle la progression de la réaction. Donc, on n'a pas représenté les diagrammes à l'échelle, donc on va juste dessiner comme on veut. Identifie les axes, l'état de transition et le complexe activé. Ensuite, indique l'énergie d'activation pour la réaction directe. EA direct est de 134 kJ, ainsi que delta H moins 226 kJ. Ensuite, il vous demande de calculer l'énergie d'activation de la réaction inverse, EA inverse, et montre là sur le graphique. Voici maintenant la solution, mais avant de commencer, il faut toujours vérifier quel type de réaction. Est-ce que c'est une réaction endothermique ou bien réaction exothermique? Selon les données, delta H est négatif, donc c'est une réaction exothermique. Et on sait que la réaction exothermique, les réactifs ont plus d'énergie que les produits, donc les réactifs plus hauts que les produits. Donc on va faire notre cloche et on va mettre en premier lieu le delta H.
Le delta H, on le sait, c'est la variation d'énergie entre les réactifs et les produits. Donc c'est entre les réactifs et les produits, il est négatif, moins 226 kJ. L'énergie A directe, donc c'est 134, c'est toujours entre les réactifs et l'état de transition, que vous voyez ici au sommet de votre courbe. Et le A inverse qui est l'inverse de A direct, c'est-à-dire si la réaction est endothermique, dans l'autre sens, vous allez avoir une réaction exothermique qui se transforme en réaction endothermique. Alors dans ce direct, c'est une réaction exothermique. Dans le cas inverse, c'est une réaction endothermique. Donc vous avez toujours entre les produits et l'état de transition. Si on regarde bien, si j'additionne les deux ici, ça va me donner celui-là au total, ce qui est EA inverse. Donc, EA direct, c'est 134 plus 226. Vous voyez ici, 226 plus 134, ça donne le total qui est 360 kJ. Vous voyez que le moins, on ne l'a pas inclus dans les calculs, le moins c'est juste une signification comme quoi il y a eu une libération d'énergie. Donc, logiquement, il faut additionner les deux sans le négatif. Alors, on va obtenir bien sûr beaucoup plus grand. Si on utilise le négatif, on aura plus petit que ça.